Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine de société. En sauce, en braisé, en choukouya, l'agouti est un pur délice pour les Ivoiriens. Il inspire désormais de nombreux entrepreneurs qui se lancent dans le business de son élevage, un business en plein essor, vous le verrez. Et la retraite, une étape espérée mais pleine de défis. En Côte d'Ivoire, comment se passe la vie lorsqu'on est senior? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors, est-ce que tu es friand de la viande d'agouti? Alors ça fait un moment que je n'en ai plus mangé à cause de l'interdiction de consommation de la viande de chasse. Mais ce que je ne savais pas, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs se laissaient inspirer par ce gros rongeur de brousse. Et oui, des entrepreneurs qui se lancent désormais dans son élevage, un marché lucratif et prometteur qui rapporterait gros, comme nous le montrent Marcos Podé, Armel Zozo et Romuald Dago dans ce reportage. Nous sommes à Boiti-Cros, sur la route d'Alépé. À l'ombre des palmiers se trouve ce maquis, où l'on peut venir apprécier la cuisine du terroir. Ces énormes morceaux de viande que Rebecca s'apprête à servir à ses clients, c'est de l'agouti, l'une des viandes les plus populaires de son menu. L'agouti, un plat qui se décline selon les goûts. Beaucoup préfèrent l'agouti. Peut-être qu'ils trouvent que le goût de l'agouti est particulier aux autres goûts de la viande de brousse, mais ils préfèrent l'agouti en tout cas. On le fait en soupe, en braisé avec aubergine, gnagnan, guaguassou, grillé, sauté. Ça dépend du client en fait. Ce que le client demande, c'est ce qu'on fait. Celui qui a commandé ça, il a demandé demi-braisé, demi-soupe. Donc on fait deux mets différents. Ici, l'agouti est incontestablement le plat star. On fait comment? Cette commande, c'est celle de ses 3 clients. On peut laver la main? Là, juste derrière vous. Ah, mais si je me lève là, faut pas l'agouti va rentrer en brousse. Là, je n'ai pas les pieds pour courir. Non, l'agouti ne va pas marcher. Ah bon? Il est déjà cuit. Ah, Juste derrière vous. donc c'est juste pour le mettre dans le ventre? Oui. Ok, il n'y a pas de problème. À nous, allez, ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Voilà, ça, merci. Ces habitués ne jurent que par ces plats concoctés avec la viande de ce rongeur de brousse. Combien? À goûter à tout. Ça, je ne saurais pas comment vous expliquer ça. Mais surtout même la tête. J'adore. Bon, là-bas, comme le temps, c'est un peu péjoratif. Hein. Nous, on a commencé à manger la goutte depuis qu'on est né. Mon grand-père était chasseur. Et puis moi-même, j'ai eu la chance de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Vraiment, surtout même, ma ville préférée, la Côte d'Agouta, il m'arrêtait à Toumoudi. Ça seulement, quand il y avait la mission là, il faut que je m'arrête à Toumoudi pour manger la goutte. Sinon, ma mission n'est pas encore commencée. Donc, à Gouti, là, on ne peut pas expliquer. C'est doux. Pour les Ivoiriens, l'agouti est une viande qui réveille les papilles, mais aussi des souvenirs. J'ai eu la chance de faire un peu le village et donc par moment j'y vais. Et quand tu as l'habitude de manger et tu as aimé, voilà, j'apprécie la viande d'agouti. Mais je ne dis pas que je ne mange pas les autres. Mais l'agouti parce que c'est ce que j'aime parmi tant d'autres. Je préfère plus l'agouti. J'aime plus la partie chère. J'ai dit la cuisse. Moi, j'aime pas tête. Dans ce restaurant, on est unanime. L'agouti est la viande favorite. En moyenne, ce sont 13 têtes de ce gibier qui sont vendues dans ce restaurant chaque jour. Un plat populaire qui se vend cher. Donc, ça, je l'achète à 19 000.
Et moi, je vends à 30 000. Parce que je donne le riz, la sauce, l'eau. Donc, je le vends à 30 000. Et ils ont commandé demi-braisé, demi-soupe. C'est tout ça qui fait 30 000, avec les riz, les attiqués, comme accompagnement. Avec la viande de brousse et l'agouti en tête, Rebecca fait recette. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec la vente de viande de brousse, vraiment je m'en sors et c'est rentable. Parce que franchement, je n'envie pas quelqu'un qui a la fonction publique aujourd'hui, grâce à ma vente. Grâce à mon restaurant, ce que je vends ici. C'est vrai, les parents veulent qu'on fasse les concours, on le fait par plaisir, mais je préfère la vente de la viande de brousse. Sinon, le chiffre d'affaires par mois, on va jusqu'à 4 millions. Mais à la dépense des nains. Traditionnellement, c'est en brousse que se chasse l'agouti. Direction Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, où des chasseurs traditionnels d'Ozo ont accepté de nous emmener au cours d'une de leurs parties de chasse. Si la chasse est interdite, depuis les années 70, les Dozo font partie d'une confrérie dont le caractère ancestral leur permet quelques exemptions. Souvent, on est confronté à les eaux forêts. Hein. On est confronté à les eaux forêts. Mais comme nous, notre chasse, pratiquement, c'est les chasseurs traditionnels. Voilà, nous sommes des chasseurs traditionnels. On a une carte qui montre que nous, on est membre d'une association de chasseurs traditionnels. Voilà, donc quand tu prends cette carte-là, ça peut te permettre de chasser. Mais quand... Ok. À moto, il nous faudra plus d'1 heure de route avant d'atteindre la forêt, le milieu de vie de l'agouti. Voilà, ok. On va faire un cas. Ok. Bon, allez dans ce cas-là. Ok, après là, non? Ok. Donc, on a doké. On a côté qui m'a fait. On a tout ban neta. Kaji kata côté d'on. Ah ok. D'accord. Donc là, comment ça va se passer? Bon, on est venu trouver nos frères. Donc on est prêt maintenant pour rentrer à la chasse. Voilà, on va se diriger vers ce côté-là. Voilà, on va commencer à chasser maintenant. Vous voyez mes frères, voilà, c'est des compétents. Hein? Eux, ils ont des chiens, c'est des compétents. Vous allez voir, ils vont commencer à crier pour que les animaux puissent sortir. Voilà, pour que nous aussi, on puisse... C'est ça, c'est la chasse de la journée. La chasse de la journée n'a rien à voir avec la chasse de nuit. Voilà, la chasse de nuit, ça, une seule personne y va, il entend le bruit d'agouti, il se camoufle, il tire. S'il a eu, c'est ça, il n'a pas eu, c'est ça. Mais la chasse de la journée, c'est d'autres choses. C'est formation militaire, quoi. C'est dans ce campement installé par les chasseurs que notre traque au rongeur le plus prisé des maquis va commencer. Dans la forêt, les chasseurs se séparent pour se donner plus de chance. Les rabatteurs, accompagnés de leurs chiens, vont tenter de diriger les proies vers les tireurs qui, eux, attendent patiemment. Et on a fait, non? Ok. À chaque fois, on voit que vous vous séparez. Bon, c'est pour se positionner, quoi. C'est la disposition qu'on prend. Si on se suit, vous allez voir qu'on ne pourra pas avoir les animaux. Par exemple, ceux qui ont des chiens, ils vont taper l'autre côté là-bas. Donc les animaux là se dispersent. Donc moi je vais me camoufler à quelque part ici, lui il va aller se positionner à quelque part là-bas. On ne peut pas se mettre ensemble, si on se met ensemble, tu vas voir que la disposition ne sera pas ici. Ok. Après des heures d'attente, toujours aucune prise. La lumière commence à baisser. Ce jour-là, nous n'aurons pas de chance. Une infortune
qui s'explique aussi par une baisse de la population de ces rongeurs à l'état sauvage. Ouais, ça va? Alors, comment a été la chasse? Ah, vraiment, la chasse a été difficile. Hein. Non, ça n'a pas marché. Il n'y a pas assez d'agoutis. Allez là, il n'y a pas assez d'agoutis. Parce que depuis on a tourné, même là où on a vu agoutis, même ils ont brouté, même là, ça ne vaut même pas 2 coins. Vous voyez, avant, il y en avait. Quand ils rentrent même là partout, on ne pouvait pas venir comme ça, sortir sans avoir au moins une vingtaine ou une trentaine. Aujourd'hui, vous voyez, non, on n'a rien eu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile d'avoir les agoutis pour les vendre? Je dirais pas, c'est pas facile parce que il faut avoir des chasseurs qui peuvent te livrer. Sinon, pour avoir, c'est un peu difficile. Et puis, il faut avoir aussi les moyens de déplacement. Comme les motos, voitures, pour aller chercher ça en brousse. Il y en a les noix que vous connaissez d'habitude là. Il y en a. Il y a également les zolacodes qu'on qualifie de cendres, qui ont la couleur de la cendre. Et puis il y a des... Qu'est-ce qui est olacode? Olacode, c'est ce que vous appelez par but de langage agouti. On n'a pas d'agouti en Afrique, c'est des olacodes. L'agouti, je crois, en Amérique latine, notamment au Brésil et tout ça. Là, vous avez des agoutis là-bas. Ici, c'est des olacodes qu'on a. Voilà. Et il y en a de plusieurs couleurs, comme je disais tantôt. Venez là, par exemple, vous voyez. Oui. Voilà, ce sont des olacodes de couleur cendre. Vous voyez, un peu comme la... Voilà, c'est la rareté du vitamine de bien. Hein. Venez voir également, ça c'est des cendres, il y a des blancs. Vous voyez, attention, là c'est des blancs, des olacodes blancs, vous voyez. Blancs aux yeux rouges. Mais leur couleur n'est pas due justement à la consanguinité. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on les appelle des albinos, mais l'albinisme, c'est une couleur à part. Voilà, donc il y a les blancs, il y a les cendres, il y a les noix, il y a les bruns dorés. Bruns dorés, je crois, c'est le lacode le plus rare. Je suis le seul justement à en avoir. Il doit avoir dans ce bâtiment-là, parce qu'on a 3 sites. Mais sur ce bâtiment-là, il doit avoir 2. Ils sont de l'autre côté, au niveau des reproducteurs. Cet étudiant a tout abandonné pour se consacrer à ce métier. Le but justement en faisant le lacodie que tu as à grande échelle, c'est quelque chose qu'on aime manger ici à la base, mais dont on n'a pas accès à chaque fois. La seule façon qu'il était possible de pouvoir avoir les animaux, c'était de pouvoir prendre en brousse, ce qui est interdit. Donc, c'est déjà un marché qui existe. Donc, pouvoir produire pour desservir le marché, où il n'y a pratiquement pas de concurrence. Ça, c'est la première des choses qui m'a motivé. C'est étant dedans qu'on s'est rendu compte que, bien évidemment, mais le fait de produire, là, ça empêche justement les gens de rentrer dans la forêt. Parce que c'est disponible dans la nature, c'est disponible à moins de coûts. Ça va empêcher justement les gens de pouvoir rentrer dans la forêt. Ça va permettre de pouvoir produire beaucoup et pouvoir préserver l'espèce. Donc ça, c'est après que c'est venu. Mais justement, c'est ce qui motive justement mon ambition. Il faut dire qu'au départ, c'était peut-être pour de l'argent, mais actuellement, c'est au-delà même de l'aspect financier. Il va mettre de la préservation de l'espèce. Il va également de la préservation de nos forêts. Voilà. Parce que pour attraper, vous n'avez pas venu les olacros, pas venir vers vous comme ça pour qu'ils les attrapent. Non, il se cache dans les trous. Donc il faut mettre des feux pour qu'ils puissent sortir. Et ça, c'est la forêt justement qui est menacée. Il est aujourd'hui l'un des leaders de ce nouveau type d'exploitation. Il possède plusieurs fermes comme celle-ci dans le pays. Donc là, c'est du maïs, on me dit là. C'est le même truc que dans la nature. Hein. À midi, le matin, soir, c'est de l'herbe qu'on va les donner à manger. C'est plusieurs types d'herbes. Hein. Le panicum, c'est qu'on donne aux moutons là. Les fausses cannes, un peu dans la nature, c'est qu'on appelle les roseaux. En général, on les appelle des rats de roseaux parce qu'on les trouve beaucoup dans les bas-fonds. Donc tout ce qu'ils mangent dans la nature, c'est la même chose qu'on a étudié, c'est la même chose qu'on les donne en élevage. Voilà, la seule différence entre ce qu'il y a dans la nature et ici, c'est que là, c'est dans des cages. Donc là, il y a un suivi sanitaire qui est fait. C'est nettoyé, on leur apporte les soins qu'il faut, tout ça. C'est la seule différence, sinon c'est la même chose qu'ils mangent. Voilà. Donc là, par exemple, c'est du maïs. Sur l'ensemble de ces fermes, il compte environ 4000 têtes d'olacode. Il était parti de rien et se retrouve aujourd'hui propulsé à la tête d'un secteur nouveau.
Au départ, c'est avec crédit de 170 000 francs, plus ce qu'on avait à côté, donc on va arrondir à 200 000 francs. Mais quand il dit 200 000 francs, c'est ce qu'on a utilisé pour commencer maintenant là. Ce n'est pas 200 000 francs qu'on a fait tout ce qu'on est en train de faire. Au fur et à mesure, on a dû trouver d'autres fonds pour pouvoir s'agrandir. Voilà. Cependant, quand j'ai commencé avec mes premiers Zoulacodes et tout ça, c'était environ 200 000 francs. Le chiffre d'affaires dans l'agriculture, il faut voir, c'est des trentaines de millions par là. Mais on va faire beaucoup plus parce que l'essentiel justement de cet argent-là, vu que c'est fonds propres, on utilise pour faire d'autres constructions, dans le but de mettre d'autres animaux. Donc c'est pas que le marché se limite à ça, mais c'est parce que la production n'atteint pas peut-être beaucoup plus. Donc on investit dans l'infrastructure de sorte à pouvoir produire beaucoup plus. Mais cette année, le chiffre d'affaires va peut-être doubler. Parce qu'on va se lancer maintenant dans la transformation et tout ça. Mais la production Tolacode reste encore insuffisante pour satisfaire les besoins du marché ivoirien. Alors, il s'est investi d'une mission, former ceux qui seront peut-être ses futurs concurrents. Dans cette classe, ces futurs entrepreneurs dans le business de l'Olacode sont venus chercher des précieux conseils. Bon. Là, on va faire les techniques de manipulation. Comment est-ce qu'on va les manipuler? Comment est-ce qu'on les attrape pour ne pas qu'on dise agouti m'a mordu? Ça va? Alors, pour les manipuler, c'est simple. Peu importe que l'animal soit gros ou petit, c'est la même technique qu'on va utiliser. Vous allez éviter d'attraper l'animal, c'est-à-dire l'attraper comme ça, décoller comme ça du sol. Vous voyez, il y a une manière de le faire comme ça. Il peut tourner sur lui-même, il peut couper la queue. C'est bon? Comme ça sera difficile de pouvoir le manipuler après. Donc, il ne faut pas également l'attraper au bout là, comme ça. Il peut couper également la queue facilement. Ce qu'on va faire, on va attraper l'animal au milieu. Vous voyez les poils veulent finir là. On va attraper là. Si c'est sur droitier, j'utilise la main gauche pour ça. C'est bon? On va les décoller légèrement. C'est-à-dire on va décoller les pattes postérieures. C'est avec ça qu'il fait le mouvement, ça. C'est bon? Donc il y a la main d'appui, ma main droite là, qui est libre. Vous voyez? Avec ça, même quand il tourne sur lui, je peux tourner également la main. Je prends la main et puis je le saisis par la zone lombaire, le dos. Si vous faites ça, on a même mode. Hein. Ici, vous voyez, il a attrapé, je peux le retourner aisément. C'est bon, non? Sans souci. Hein. Manipulation, investissement, santé des animaux, ses conseils, Emmanuel les facture 35 000 francs CFA la journée. L'agouti lui rapporte donc, en théorie comme en pratique. Vous décollez légèrement. Oui. C'est bon, non, c'est bon. Je vais laisser. Vous décollez légèrement. Il ne faudrait pas que les pattes postérieures, non, regardez. Et puis vous faites un creux, qu'on a fait comme ça. Vous faites un creux. Il ne faut pas faire comme ça, sinon il risque de mordre quand vous allez tourner. Vous faites comme ça. Voilà, plus là, c'est bon. Soulevez. Il peut laisser, retenez-le. C'est fini. Encore triplé. C'est pas compliqué. Bon. Parmi les élèves, nous sommes surpris de retrouver Ali, le chasseur d'oiseaux que nous avions accompagné à la chasse. Avec la raréfaction du gibier, il pense aujourd'hui à la reconversion. Mon grand frère, au niveau d'Abidjan, il a eu la filière où on peut faire l'élevage d'agoutis. En tant que chasseur, il me dit non, bon, comme maintenant les animaux commencent à devenir rares. Donc s'il y a une structure qui nous conseille à faire l'élevage d'agoutis, c'est une opportunité à laquelle je peux exercer ce métier-là et puis avoir de l'argent et vendre l'agouti sans problème. Voilà, parce que quand on fait la chasse, du moins on se cache auprès d'eux. On n'est pas, les eaux forêts nous prennent, on ne veut pas que le ministère d'Animal et Halieutique nous prenne. Mais si on peut faire l'élevage d'agoutis et vendre sur le marché sans problème, j'ai trouvé plus normal que d'aller à la chasse la nuit ou bien de prendre un groupe pour aller chasser en brousse. Mais alors que l'Olacode s'apprête à investir massivement le marché de la consommation, nous avons voulu connaître l'avis des scientifiques sur l'élevage de ce rongeur. C'est au centre de recherche en écologie de l'université Nangui à Brogua que nous nous rendons. Le docteur Zoubi
est spécialiste en biologie et production animale, expert en holacodiculture. Ce matin-là, accompagné de ses collègues, il doit s'occuper de ses rongeurs. Le bâtiment dans lequel nous sommes, c'est le bâtiment dans lequel nous élevons les holacodes, animal qu'on appelle communément agouti, qui n'est pas agouti d'ailleurs, parce que l'agouti c'est un animal à part, et l'holacode aussi c'est un animal à part. L'agouti, son nom scientifique, le Dasyprocta agouti, est un animal américain. Il est latino-américain et il est un peu au supax et il n'a pas de queue. Alors que l'holacode, il y a deux espèces, Trilonomis swinderianus que nous avons chez nous en Afrique de l'Ouest, et l'autre espèce, Trilonomis gregorianus, qu'on retrouve généralement en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, sont deux espèces d'holacode. Donc chez nous, en Afrique, nous avons l'holacode, on n'a pas l'agouti. Mais comme du point de vue morphologie et couleur du pelage, les deux animaux se ressemblent, donc généralement on a tendance à confondre l'agouti et l'holacode. Pour des résultats plus optimaux sur l'holacodiculture, Dr Zoubi travaille en synergie avec ses collègues. De l'aspect alimentaire à l'aspect sanitaire, toutes les études sont faites ici pour assurer à l'animal un bien-être total. On lui donne du fourrage, des herbes, telles que le panicum maximum, l'herbe qu'on donne au mouton, au bœuf. Mais en plus de ces herbes-là, on ajoute un sous-produit agricole. On fait une complémentation. Donc cette complémentation-là, elle est faite à base de maïs, de manioc, et à cela on ajoute aussi des minéraux, tels que le sel de cuisine, parce que il apprécie beaucoup le sel de cuisine. Et une autre source de minéraux, c'est les coquilles d'escargot. On peut faire les coquilles d'huîtres ou bien les os de mammifères, mais comme les coquilles d'escargot sont faciles à trouver, nous on utilise les coquilles d'escargot. Donc on fait la farine. Et on utilise aussi d'autres plantes telles que le moringa oleifera, qui est utilisé comme source de protéines végétales, mais en même temps qui a des vertus thérapeutiques. Donc en même temps, on nourrit l'animal et on le soigne. D'accord. Donc c'est tous ces compléments-là qu'on fait, c'est pas seulement le maïs. On peut ajouter aussi des graines de papaye, comme des parasitants, des pépins. Voilà, on sèche et voilà, on ajoute comme des parasitants. En réalité, pour ce complément, parce qu'on a déjà donné le fourrage. Dans l'alimentation de l'holacode, c'est au minimum 70% de fourrage et au plus 30% de complément alimentaire par jour. Donc, d'après les calculs, pour un adulte, on a environ 100 grammes au minimum de compléments par jour dans sa ration alimentaire. Donc nous, quand on a fait nos pesées, on s'est rendu compte qu'avec une poignée, on est autour de 100, 110 grammes. Voilà. Donc pour ne pas peser chaque jour, on utilise notre poignée comme instrument de mesure. Ces analyses sur l'alimentation sont l'affaire du docteur Karine, spécialiste en nutrition animale. Bon, concrètement, la nutrition animale, comment ça se passe? Les éléments dont l'animal a besoin, on les répertorie et puis on voit les quantités dont ils ont besoin. Par exemple, le maïs, on va se dire, bon, par exemple, le maïs, ils ont besoin de 70% dans l'aliment. Donc on prend les 70% du maïs qu'on met dans l'aliment. Mais tous ces éléments doivent être renforcés par d'autres ingrédients. Par exemple, ici, il a parlé du moringa. Le moringa, il vient en tant il apporte des protéines végétales, mais en même temps, il est un élément qui permet de jouer sur le côté médicinal. C'est-à-dire il permet de soigner l'animal pendant qu'il lui apporte les protéines. Mais tous ces éléments, comme il a dit, sont donnés individuellement, si on veut dire. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est de faire faire ce mélange, et puis le mélange, on le fait en granulé. Là, on sait que quand l'animal prend un granulé, il y a tous les éléments qu'il faut dans ce granulé. Mais ici, quand c'est élément par élément, bon, il y a le sujet A qui peut manger plus d'herbes que le sujet B. Ou bien le sujet B peut manger plus de maïs que le sujet A. C'est pour éviter tout cela qu'on va faire un aliment industriel, comme on dit, un aliment holacode, où on sait que quand il prend un granulé, il y a tous les éléments qu'il faut dans ce granulé. Pour certains types d'élevage comme le poulet,
Des manipulations génétiques ont été faites pour permettre qu'il soit prêt pour la consommation en seulement 45 jours. Mais alors, qu'en est-il dans le cas de l'Olacode? Au niveau de la science aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les olacodes, c'est plutôt sur les aliments. C'est-à-dire qu'on a réussi à fabriquer aujourd'hui un granulé olacode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais faire l'élevage de l'olacode, je n'ai pas besoin d'aller forcément dans la brousse pour couper des herbes. Nous travaillons là-dessus. Il y a l'INPHB aussi qui travaille là-dessus. Donc là, ça c'est vraiment une certitude. Pour ce qui est de l'hygiène, pour ce qui est même de la pathologie, les études sont encore en cours. Mais en ce qui concerne les manipulations génétiques, faire des croisements, passer par là, pour le moment, en Côte d'Ivoire, il n'en est rien. Peut-être que ça va venir après, mais actuellement, En Côte d'Ivoire, où la viande dite de brousse est particulièrement prisée, la viande d'Olacode ne cesse d'être l'objet de toutes les convoitises. Le braconnage, qui est aujourd'hui le moyen le plus utilisé pour satisfaire cette forte demande, fait planer une forte menace de disparition sur le rongeur. L'élevage pourrait donc être une solution à long terme. Un reportage donc consacré à l'agouti, qu'on appelle aussi l'Olacode, et son élevage. Et pour en parler, nous accueillons en plateau le docteur Zoubi, qui est chercheur au Centre de recherche en écologie de l'Université Nangui-Abrogwa. Bonsoir docteur, bienvenue sur le plateau de NC Reportage. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'élevage de l'agouti, c'est un marché prometteur pour l'avenir selon vous? D'accord, merci madame pour la question. Avant tout propos, permettez-moi de dire que c'est vrai, on dit l'élevage d'agouti, c'est l'élevage de l'olacode, mais je vais d'abord apporter une petite rectification. C'est que l'agouti, chez nous les scientifiques, c'est un animal qui est carrément différent de l'olacode. C'est-à-dire que l'agouti, il est en Amérique du Sud, et c'est l'olacode que nous avons ici en Afrique. Donc celui qu'on a ici ne s'appelle pas l'agouti. En fait. Non, non, non. En réalité, c'est l'olacode, qui a pour nom scientifique Trichonomis swenderianus. Mais bon, on a tendance à faire une confusion, mais bon. Alors, je pense qu'il y a plusieurs Ivoiriens qui vont tomber de leur siège ce soir en apprenant ça. Mais donc, l'élevage de l'olacode, il faut dire, c'est un élevage qui est prometteur, à telle enseigne que la viande est vraiment prisée de tout le monde. Vous convenez avec moi que tous les restaurants au maquis aujourd'hui qui vendent la viande de brousse, la viande qui vient en premier, c'est de l'olacode. Donc je dis que c'est vraiment ça un avenir prometteur. Voilà. Alors, quelles sont les principales opportunités économiques justement que va offrir l'élevage de l'olacode, tant sur le marché national qu'à l'international? Ce que je peux dire, c'est que déjà au niveau national, c'est que c'est un animal dont la viande est prisée. Aujourd'hui, c'est, je dirais, au niveau des animaux gibiers, c'est la viande qui vient en premier. Aujourd'hui, sur le marché, pour la vente de l'olacode, le prix du kilo tourne autour de 5 000 francs. Quand on parle de l'animal d'élevage. C'est plus cher que la viande de bœuf? Bien sûr. Bien sûr, c'est plus cher que la viande de bœuf. Alors qu'un olacode, il peut aller jusqu'à 10 kilos et plus, le mâle. Parce que c'est plus difficile aussi à chasser. Et puis aujourd'hui, bon, voilà, il y a des éleveurs qui vous voyez, donc se lancent. aujourd'hui, vraiment, au niveau du point de vue économique, je crois qu'il y a de la matière. Et c'est un animal, comme on le dit, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, qu'on soit musulman, chrétien ou bouddhiste, tout le monde en consomme. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vraiment, il n'y a pas d'interdit. Donc le marché, vraiment, il est grand ouvert. Il y a un vaste marché potentiel. Voilà. On le disait, la chasse est interdite en Côte d'Ivoire et pourtant, les chasseurs continuent de chasser cet animal. Cette activité vient donc répondre aussi à cette problématique. Mais les consommateurs d'agouti prétendent que le goût de l'animal élevé serait différent de celui qui est dans son état naturel. Qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, ce que je peux dire, c'est que l'élevage de l'olacode, ça permet de répondre à beaucoup de préoccupations. Parce que vous voyez, dans un premier temps, nous avons à côté de nous ici, au Libéria, en Guinée, il y a eu des cas de fièvre hémorragique. Voilà, des cas de fièvre hémorragique. Et donc, en élevant l'olacode, cela nous permet d'éviter la chasse. Parce que déjà, même actuellement à l'ouest, il y a un projet
dénommé Stop Spillover, qui est financé par l'USAID. Donc ce projet-là est en train d'œuvrer dans ce sens-là, de sorte à reconvertir les chasseurs, les vendeuses de viande de brousse, tout ça, à l'élevage de la côte. Donc ça nous permet de résoudre le problème de risque de transmission de maladies zoonotiques. Ça fait un de deux. Ça permet aussi de préserver la biodiversité parce que bon, chaque chasseur ou chaque individu chasse l'animal avec les moyens qu'il a, les moyens dont il dispose. Il y en a qui utilisent les feuilles de brousse, d'autres des appâts empoisonnés, tout ça. Oui. Donc, je reviens au goût. C'est que aujourd'hui, en élevage, les éleveurs, nous-mêmes sommes d'abord éleveurs aussi, donc on utilise les produits bio. C'est-à-dire qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour trouver les herbes, les végétaux, en tout cas l'aliment qu'ils consomment. Donc pour vous, il n'y a aucune différence au niveau du goût, c'est totalement pareil? Il n'y a aucune différence. Le professeur Mensah, J. Apollinaire, qui est l'expert mondial en aquaculture, a fait une étude dans ce sens, où il a fait cuire la viande de la côte gibier, c'est-à-dire la viande de la côte sauvage, et la viande de la côte élevée, et il a fait changer les étiquettes. Mais je vous dis que tous ceux qui ont mangé, qui ont goûté à cette viande-là, ils ont trouvé que là où il y avait l'étiquette ou la côte sauvage, c'était la viande la plus intéressante. Alors que c'est l'inverse qu'il a fait. C'était de l'élevage. Donc tout est question de perception. Voilà, de perception, et voilà, c'est tout. Alors justement, on a parlé des maladies qu'on cherche à éviter. Est-ce que dans vos recherches, vous avez identifié des potentiels risques de maladies qui pourraient se propager à cause de l'élevage? On sait que en faisant de l'élevage, on n'est pas forcément à l'abri de maladies. On l'a vu avec la grippe aviaire, la grippe porcine. Donc est-ce qu'il y a des facteurs aujourd'hui qui alertent sur l'élevage d'agoutis? Bon, déjà, quand on utilise les produits bio, c'est-à-dire les végétaux, généralement, certains éleveurs, ils vont récolter par exemple le fourrage dans un pâturage déjà fréquenté par d'autres ruminants, que ce soit les ruminants sauvages ou domestiques. Et ceux-là, souvent, entraînent des acariens, tels que les tiques. Donc souvent, ces tiques-là peuvent se retrouver sur les herbes qu'on donne aux animaux. Et ces tiques-là sont d'abord hématophages, c'est-à-dire que ces tiques peuvent sucer le sang des animaux. Donc, ça peut créer des anémies, des dermatoses au niveau des animaux. Mais ces tiques sont aussi vectrices d'agents pathogènes qui sont responsables des zoonoses, telles que Babesia. La maladie de Lyme, par exemple. Voilà, donc il y en a plusieurs. Mais c'est pour cette raison, par exemple, on conseille aux éleveurs de faire sécher ce fourrage ou bien de faire leur propre champ d'herbes. Comme ça, ces herbes-là ne sont pas fréquentées par d'autres animaux et il n'y a pas de problème. Il y a des chercheurs, Mercier et Arène, qui ont trouvé au Gabon et au Nigeria des anticorps anti-Toxoplasma gondii. C'est un parasite qui est responsable d'avortement, par exemple, chez les femelles de mammifères, y compris la femme, bien sûr. La toxoplasmose, hein, oui, la toxoplasmose, voilà. Donc, bien entendu, des études quand même ont été menées chez nous ici, heureusement qu'on n'a pas trouvé chez les zoolacos de chez nous, mais dans d'autres pays, ils en ont trouvé. Ça veut dire que déjà l'élevage, par exemple, peut... Il faut rester en alerte. La question de la productivité de ce marché nouveau a été aussi évoquée dans le reportage. Quels sont les progrès réalisés aujourd'hui dans vos recherches pour répondre efficacement à la demande qui est de plus en plus croissante? Le premier progrès dont je parle sur ce plateau, c'est d'abord la maîtrise des pathologies. C'est-à-dire que, par exemple, un animal qui n'est pas vraiment maîtrisé des vétérinaires, mais avec la recherche et autres, on a pu utiliser certaines plantes médicinales qui permettent de prévenir beaucoup de maladies. Donc, en conseillant ces plantes aux éleveurs qui sont utilisées comme l'aliment de l'animal, on résout beaucoup de problèmes de santé à son niveau. Ça fait un de deux. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai évoqué le problème de fourrage, d'herbe qui est coupé partout. Aujourd'hui, on a pu mettre un aliment granulé, par exemple, en place. Voilà, dans notre laboratoire, au niveau de l'INPHB, à Yamoussoukro. Donc, un aliment granulé, c'est-à-dire qu'un aliment qui est fabriqué, et donc l'éleveur, par exemple,
au lieu d'aller couper des herbes dans la brousse, peut s'en procurer et nourrir ses animaux. Donc, merci docteur Zoubi d'être venu nous parler de cet animal qui passionne dans la cuisine ivoirienne. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche en écologie de l'Université Nangui à Brogoua. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, merci à vous aussi. Voilà. Et en seconde partie d'émission, Pierre, c'est de vie après la retraite qu'on va parler. Et oui, Mélina, comment se déroule pour les Ivoiriens cette toute nouvelle étape de vie? C'est ce qu'on verra après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage, merci d'être toujours fidèles à nous. Chaque année, ils sont des millions à partir à la retraite, Pierre. Et oui, Mélina, après une vie professionnelle bien remplie, comment se passe cette nouvelle étape de la vie en Côte d'Ivoire? Les seniors ont-ils la vie belle ou au contraire sont-ils confrontés à des défis? Quelles sont les prestations disponibles aussi dans le pays pour faciliter cette transition? Éléments de réponse dans ce reportage de Roger Appé, Doria Gloire et Romuald Dago. Chaque année, à l'orée de la soixantaine, des milliers de travailleurs en Côte d'Ivoire partent à la retraite. En 2022, on dénombrait 94 000 fonctionnaires à la retraite, selon la CEGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Au niveau du secteur privé, on chiffre à ce jour près de 95 000 retraités selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Atteindre la retraite, pour bon nombre de travailleurs, est un enjeu majeur, un cap parfois difficile à passer, qui entraîne souvent son lot d'inquiétudes face au changement de vie. Joachim est un miraculé. Il y a 2 ans, chez lui, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral suite à des soucis familiaux. Cet ancien agent de la Poste a perdu sa motricité depuis l'accident. À 67 ans, Joachim vit une retraite difficile. Contraint de travailler, malgré son état, l'ancien fonctionnaire de la Poste est aujourd'hui agent immobilier. Ce matin, il s'apprête pour une visite. Comment vous allez? Bonjour. Et la santé? Oh, c'est demain. Je vous aussi. Ça va bien chez toi? Ouais, pas grave, je dis ça va. Dis quoi matin? Bon, il y a envoyé les 2 gars là par rapport à la visite d'État, 2 pièces. Mais est-ce qu'ils sont venus à la visite? Ils sont là. Tout est là. D'accord. Allez rapidement, comme il y a longtemps, ils sont arrêtés. Ok. C'est cette dame qui est intéressée par la maison. Avant toute visite, Joachim pose les principes à respecter une fois dans la maison. J'ai une petite famille, je n'aime pas les histoires immobilières louches là. Quand je dois t'amener sur une maison, tu t'expliques bien la maison. Parce que tu vas faire la visite, c'est plus bon. J'ai la clé, j'ouvre la porte, tu vas regarder dedans, tu rentres bien et puis tu vois. Parce que l'autre, on dit les immobiliers, non, la maison est là, voilà, ça là. C'est comme ça, non, moi je ne suis pas dans ça. Cette 2 pièces coûte 60 000 francs CFA le mois. Maman, voici la maison. Voilà. Si aujourd'hui même tu me dis, ouais, je veux, vous payez la caution, je vous remets la clé. Mais comme il y a des petits travaux de peinture à faire, avec les plafonds. Voilà, ça c'est un jour. Ils ont mis des points dans le mur là. Il faut enlever tous ces points là et puis refaire la peinture. Et puis c'est tout. S'il arrive à convaincre la dame, une commission de 60 000 francs CFA lui sera versée par le propriétaire de la maison. Avec cette commission, il pourra faire face aux charges de la maison, car sa pension de retraite est insignifiante selon lui, pour supporter les charges de la famille. Dans votre état, vous voyez vous bouger, vous cherchez des clients, tout ça pour pouvoir... Mais pourquoi est-ce que vous ne restez pas à la maison? Mais mon ami, la retraite, ce qu'on te donne à la fin du mois là, ça ne peut pas faire quelque chose, donc il faut chercher à souder un peu les fins du mois. Donc moi, on me confie des maisons
Donc je fais avec mon portable, je lance des messages à mes collègues et tout ça, qui viennent avec les clients et puis bon, on s'en va sur la maison. Cette activité est aussi un moyen pour lui de meubler ses journées. Lui, qui a été défalqué de son service. La retraite, c'est pas facile, hein. Il y a la retraite, il y en a qui prennent la retraite quand tu n'as plus d'activité, tu n'es plus en action là, tu meurs. Il y en a qui sont morts plein comme ça. Moi, je fais un effort quand même pour me débrouiller un peu. Je ne veux pas rester en place, moi, je ne veux pas rester en place. Moi, ma retraite n'était pas encore arrivée au fait. Et puis bon, on nous a déflactés dans notre service. On nous a mis à la préparation, on avait dit que le service avait des problèmes. Il y avait des problèmes, ça ne marchait plus, la poste là, dit que ça ne marchait plus et tout ça. Donc, on nous a déflactés, on était au nombre de 900 personnes, quelque chose. La visite de ce matin ne va pas porter de fruits. Les commodités de la maison ne sied pas à la dame. La maison est bonne. La chambre est bien grande, le salon est bien grand. Mais moi, mon problème, c'est que je ne peux pas partager tout. C'est ça. Je ne peux pas partager parce que j'ai 3 filles. Et puis, je suis avec mon mari. Donc, je ne peux pas partager la douche avec quelqu'un. Mais néanmoins, je vais aller voir un de mon frère pour l'expliquer parce que lui, il a une femme et puis un enfant. Si ça l'arrange, elle lui va lui dire. Il n'y a pas de problème, madame, merci bien. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Joachim va devoir attendre un autre client pour espérer avoir sa commission. Quitter la vie active est un cap crucial. Peu de personnes arrivent à construire leur vie pendant qu'ils sont en activité. Ricardo Somone, ancien réalisateur à la radiodiffusion télévision ivoirienne, fait l'exception. Depuis 2019, l'homme est à la retraite après 40 ans de loyaux services. Ce matin, il nous présente fièrement le fruit de son travail pendant qu'il était en activité. Voici cette petite chose que j'ai réalisée. J'étais encore en fonction. Et puis, de par mes relations, j'ai pu obtenir ce terrain. Et tout de suite, j'ai cherché à réaliser cette petite chose pour mes vieux jours. Un hôtel résident R+2 avec 15 appartements à l'intérieur. Un investissement de plus de 85 millions de francs CFA pour lui assurer une retraite paisible. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Certains locataires lui rendent la tâche difficile. C'est ça? Il est où votre mari? D'accord. Un loyer, il se paye par mois. C'est pourquoi on dit loyer. C'est par mois que ça se paye. Donc tu ne peux pas m'appeler 3 mois d'absence. Mais je vis de quoi? Quand bien même je t'ai dit que moi je suis à la retraite, je suis fonctionnaire à la retraite, et que j'ai une pension, et que la pension là, elle est insignifiante. Une pension, ce n'est pas un salaire. Le coût du loyer est compris entre 100 000 et 150 000 francs CFA. Ce locataire occupe un appartement de 100 000 francs CFA. Il traîne 3 mois de loyer impayé. Demain, il va vous appeler. Ah, tu vas m'appeler demain. Et si moi, ça veut dire que moi, tu me vois maintenant, tu vas m'appeler demain. Ça veut dire que tu me vois là. Je suis devant toi. Il ne m'attendait pas à vous. S'il m'attendait à vous, moi, il allait sortir, faire quelque chose. Il ne m'attendait pas à vous. Oh, mais demain, dans l'après-midi, il va vous appeler. Il allait faire retrait. Il va vous appeler. L'homme compte s'acquitter d'une partie du loyer dans les prochains jours. Il y a eu une vraie discussion. Ah, oui, c'est ça. Vous avez entendu un peu, non? Qu'est-ce qui a été décidé finalement? Demain, il va me payer. Il doit 3 mois. Lui, il paye 100 000 francs le mois. Donc, il doit 3 mois. Il dit demain, sur les 3 mois, les 300 000 francs qu'il me doit là, demain, il va payer 250 000. C'est ce qu'il vient de me dire. La visite est loin d'être terminée. L'ancien fonctionnaire de la télévision nationale nous conduit chez un autre locataire. Lui s'est sauvé. C'est la même chose, ce que je viens de dire à lui, c'est ce que j'allais dire à celui-là. Ils sont les 2 mauvais payeurs de mon bâtiment.
Cette résidence est un héritage qu'il souhaite léguer à sa famille. Allô, bonjour. Bonjour. Ta journée. Ah, ça, c'est quoi tu regardes là? Religion. Une émission chrétienne. Ah. Voici l'une des chambres de ce bâtiment. Je l'ai offerte à ma fille. Pour le moment, comme elle démarre, elle est débutante dans les différentes fonctions, j'ai décidé de lui offrir cette chambre-là. Loin de sa passion depuis 4 ans, Ricardo Somone garde toujours un regard critique sur le journal télévisé qu'il a réalisé pendant 40 ans. Je suis le seul réalisateur, le seul qui, durant 40 ans, a travaillé sous Houphouët-Boigny, sous Henri Konan Bédié, sous le général Gueye, sous Laurent Gbagbo, sous Alassane Ouattara. À l'époque, le journal télévisé était notre affaire. Tout passait par nous. C'est-à-dire que nous vivons le journal télévisé. Ce n'est pas aujourd'hui, quand les jeunes que nous avons formés, que nous avons laissés là, ne vivent pas aujourd'hui le journal. Ils font le journal comme ça, de façon lapidaire. Mais nous, à l'époque où nous faisions le journal télévisé, où je le réalisais avec mon ami père son âme, Jacques Fabi, mais nous possédons le journal, nous le vivons. C'est-à-dire de la conférence de rédaction jusqu'à la mise en image du journal même, nous sommes au fait de tout. Le président Yang Essan qui est empêché. Les défis sont nombreux. Mais sur ce plateau, je voudrais évoquer 2 défis majeurs. Et il s'agit de la revalorisation des pensions des retraités. Quand nous partons à la retraite, les pensions ne bougent pas. Les pensions ne bougent pas, alors que le coût de la vie grimpe. Et du coup, les retraités sont confrontés à de multiples problèmes. Ils ont du mal à suivre. Ah oui, ah oui, ah oui. Et je profite, avant de continuer. Peut-être un peu diète, mais il me semblait qu'avec la précédente réforme, justement, elle était basée sur le coût de la vie. Elle évoluait en fonction du coût de la vie. Mais à ce sujet, je voudrais dire merci au Premier ministre qui récemment, à la fête du travail, a promis aux retraités la revalorisation de leurs pensions. Et je voudrais dire que les pensions restent stationnaires. Le coût de la vie grimpe et du coup, le retraité qui ne vit que de sa maigre pension n'arrive plus à suivre le cours de la vie. Le deuxième défi, c'est notre santé. Notre santé. Nous sommes tous des personnes du 3e âge et à ce niveau, nous avons d'énormes difficultés. Notre santé est fragile et nous souhaiterions que l'État ait un regard sur la santé des retraités, des personnes du 3e âge. Nous souhaiterions, par exemple, qu'on mette à la disposition des retraités un hôpital gériatrique pour recevoir les personnes du 3e âge. Vous savez que quand nous partons à l'hôpital, on nous traite en tant que personnes du 3e âge de la même manière que les jeunes gens. Nous partons avec toutes ces maladies métaboliques où, bon, on a des difficultés pour se tenir debout, il faut aller s'aligner. Et vraiment, notre souhait le plus ardent, c'est qu'on ait des services de santé adaptés. Adaptés pour les retraités. Alors justement, quelles sont les actions que vous entreprenez avec votre fêtière pour défendre les droits de toutes ces personnes aujourd'hui? Pour emprunter votre mot, justement, la pharmacie est en de bons contacts. La pharmacie entretient de très bonnes relations avec les autorités étatiques, avec le ministère, notre tutelle, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui fait beaucoup de choses pour les retraités. Le ministère organise des sorties détente pour les retraités, mais force est de reconnaître que cela ne suffit pas. Et nous, en tant que retraités, nous ne revendiquons pas, mais nous faisons des doléances. Et c'est pourquoi sur ce plateau, je voudrais faire appel à interpeller les autorités compétentes à ce sujet. Les autorités compétentes pour que cela soit.
Il y a des années antérieures aussi, des retraités percevaient difficilement leur pension, certains même décédaient sans la recevoir. Est-ce qu'il y a une évolution aujourd'hui? Vous avez vu juste, effectivement, la gestion antérieure et la gestion actuelle, il y a une différence. Par le passé, il faut dire que le retraité et le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite n'était pas assez informé. Mais aujourd'hui, l'information passe et la liste des personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite parvient assez tôt à l'institution IPS Grailleux. Je voudrais dire au passage merci. Merci au directeur général de la Ségrailleux qui fait beaucoup de choses pour la pharmacie et les retraités. Il nous alloue une subvention annuelle. Voilà, et je voudrais leur dire merci et je voudrais leur demander de continuer encore à rehausser cette subvention pour qu'elle puisse nous accompagner dans les normes. Et donc, je voudrais dire que par le passé, comme vous l'avez dit, certains retraités n'arrivaient pas à percevoir leur pension et ils mouraient. Aujourd'hui, avec les relations Ségrailleux, Pharmacie et ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, j'avoue que les pensions sont virées. Le retraité reçoit sa pension à moins de 2 mois. Alors, Mélina m'a posé une question d'entrée de jeu. Est-ce qu'on pense à la retraite? Est-ce qu'on la prépare bien? Globalement, de votre expérience et de ce que vous voyez tous les jours sur le terrain, des gens avec qui vous parlez, est-ce que vous avez l'impression que cette étape de la vie-là, on en prend conscience? Est-ce qu'on la prépare assez bien? Justement, il faudrait que nos jeunes frères soient préparés à cette étape de la vie. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'information. On n'est pas assez informé, mais il faut savoir qu'ils doivent savoir que la retraite se prépare dès le premier jour qu'on est engagé, dès le premier jour qu'on commence à travailler. Il ne faut pas attendre le dernier jour. Il faut préparer sa retraite. Et tout à l'heure, je parlais des pensions qui ne suffisent pas. Il ne faut pas s'attendre qu'à la retraite, ta pension va pouvoir te faire vivre. Non. C'est pour ça, en activité, il faut quand même essayer de penser à des activités génératrices de revenus pour venir booster la maigre pension, pour que la vie soit belle pour les jeunes gens qui arrivent. Est-ce qu'il y a des retraités que vous rencontrez ou avec qui vous avez échangé qui ont des regrets, qui ont une nostalgie de leur ancienne vie où ils étaient dans la vie active? Mais oui, si, il y en a. Il y en a plusieurs. Il y en a plus, mais sur le plateau, je voudrais seulement dire qu'il y en a. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Ebrotier Kwame, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Pharmacie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. Et puis ça y est, c'est la fin de notre émission, Mélina. Et oui, c'est déjà la fin, mais on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.